Saoui, je connais. C'était à l'époque où tu revenais d'Allemagne, hein, dans mes souvenirs. Donc, tu avais été dans un centre à la fois pardon, pour l'insuffisance cardiaque sévère, comme on dit, mix, si on veut, et puis donc qui était à l'époque plutôt en réanimation médicale, qui maintenant plutôt sur les aspects cardiologiques. Il y a beaucoup de cordes à son arc, et médicales et universitaires. Et donc, je lui ai demandé de nous parler de la prise en charge de l'amylose cardiaque en 2026, et on t'écoute avec plaisir. Merci beaucoup, Eric, pour cette gentille introduction. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai été nommée en réanimation médicale et il y a une semaine, le professeur Azoulay m'adresse un malade qui a 62 ans, qui est en plein état général, pour lequel on découvre une FA qui a aucun facteur de risque cardiovasculaire. Son médecin lui met un 25 de bisoprolol et il ne tolère pas très bien, il est très fatigué. Et je lui fais l'écho et il a, donc cliniquement, il n'est pas d'insuffisance cardiaque, il n'avait pas de prise de sang. Et l'échographie cardiaque, il avait une dilatation bio-auriculaire majeure, des valves remaniées, une HVG, un aspect scintillant du septum, un épanchement péricardique, un antécédent récent de syndrome du canal carpien. Il avait tous les signes de l'amylose. Et quand je dis au professeur Asblé, a été président du CNU, président des I, président de la SRLF, qui est un brillant chercheur, il me dit, oh là là, il est mort, il va être transplanté. Tout ça pour dire que l'amylose a fait des progrès extrêmement importants, notamment dans les traitements. Ça va tellement vite que je pense que les autres spécialités ont mal à suivre. Et vous allez voir que malgré les nombreuses publications sur la prise en charge spécifique, finalement, pour l'instant, les experts ne se sont pas totalement positionnés parce que ce n'est pas si simple que ça. Donc, on m'a demandé de parler de prise en charge de l'amylose cardiaque en 2026. Évidemment, j'ai le conflit d'intérêt parce que je fais un certain nombre de présentations et de formations pour les laboratoires qui beaucoup ont inondé le marché et évalué un certain nombre de molécules dans l'amylose, mais vous allez voir que ma formation va être assez pragmatique. Donc, on parle d'amylose cardiaque, vous connaissez mieux que les cardiologues. L'amylose, c'est un dépôt de protéines anormales dans les tissus, c'est une anomalie applicative secondaire. Et finalement, le dénominateur commun de toutes les amyloses, c'est les dépôts amyloïdes, mais il y a plus de 30 précurseurs. Et ces précurseurs qui vont se déposer dans les tissus, ça va entraîner un événement, une rigidité, des dysfonctions d'organes. Les cardiologues, ils en connaissent deux formes principales. Ils connaissent l'amylose AL. En général, c'est l'urgence, c'est ce qu'on doit éliminer, qu'ensuite on transfère aux hématologues. Et puis, celle qu'on connaît et qu'on commence à connaître de plus en plus, c'est les amyloses à transthyrétine qui ont deux formes. La forme non héréditaire, sénile ou sauvage, c'est pour ça qu'elle est plutôt âgée, puis la forme héréditaire. Donc, la TTR, en fait, la transthyrétine, c'est une protéine qui va se construire en tétramère, qui est à 90% produit par le foie, qui va transporter, c'est la albumine en fait, qui va transporter la vitamine A et la thyroxine, et qui a un certain nombre de fonctions au niveau cardiovasculaire, système nerveux, os et muscles et métabolisme, et de cette dysfonction vont découler les signes fonctionnels que présentent les malades. Dans la TTRCM, c'est l'abréviation pour parler d'amylose à transthyrétine avec l'atteinte manifestation cardiaque. On va avoir ces dépôts de fibrilles amyloïdes qui vont se déposer dans le cœur et qui vont entraîner, comme tout dépôt anormal, une cytotoxicité, une infiltration avec souvent d'abord une forme plutôt restrictive de cardiopathie, puis on va aller très vite vers la dysfonction générale. Donc, deux phénotypes cliniques distincts. La forme héréditaire par mutation du gène. Il y a environ 50 000 patients dans le monde. On dit que c'est héréditaire ou sauvage. Et souvent, c'est plus les neurologues qui nous adressent ce type de malade. Il y a une atteinte neurologique prédominante, avec également une atteinte cardiaque. Et puis, les formes sauvages, séniles, dites mutées également. Et ça, plus on les cherche, plus on les trouve. C'est 300 000 euros, 300 000 patients par an, mais l'étude est déjà ancienne. C'est un lapsus. Et souvent, c'est des malades qui sont âgés et qui ont des cardiomyopathies, des formes cardiaques prédominantes. Alors, est-ce que c'est fréquent?
En fait, j'allais dire que c'est de plus en plus fréquent quand on regarde les insuffisances cardiaques, la fraction d'éjection préservée qui représente la moitié des insuffisances cardiaques, qui est souvent l'insuffisance cardiaque sujet âgé, c'est jusqu'à 20% des formes. Dans le RAC, là, les chiffres, c'est 6 à 16%, mais on est plutôt à 20% dans les derniers papiers. C'est fréquent chez les sujets afro-américains, ce qui d'ailleurs peut être trompeur parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de bilans d'HTA chez les sujets d'origine afro-américaine. Et je pense qu'on passe à côté d'un certain nombre de formes. Et puis, dans les cardiopathies hypertrophiques, c'est environ 5 à 10% des cardiopathies hypertrophiques. En fait, la prévalence, elle est en hausse puisqu'on a des pistes de plus en plus parce que on a une population qui vieillit et parce qu'aujourd'hui également, l'écho fait quasiment partie de l'examen d'entrée du malade qui vient de l'hôpital. En tout cas, probablement qu'on est biaisé ici. C'est quoi l'âge médian de diagnostic En général, c'est 75 ans. En tout cas, dans les études, c'est 70-75. Et l'hyperactivité, c'est quel âge? C'est plutôt héréditaire, c'est plutôt 50 ans, et les autres, c'est plutôt après 60 ans. Et la mesure, dans tous les études, tu vas voir qu'ils ont un âge médian de 75-65 ans. Et chez les patients africains, j'avoue que je suis passé à côté, tu vois, tu me dis qu'il y a des choses. Souvent, c'est des formes plutôt héréditaires, en fait. D'accord. Et après, il y a un certain nombre de variants, il y a aussi des populations de Portugais, il y a autant de variants. Voilà, parce que moi, ça, je connaissais. Il y a également Est-ce que ça veut dire que quand on a un canal carpien bilatéral, il faut avoir une échographie cardiaque? C'est ce que les labos essaient de pousser. Et donc, comme vous allez le voir, il y a beaucoup de médicaments avec pas mal de laboratoires. Ils sont en train de développer justement des liens avec les anapathes, les cliniques privées, etc., pour envoyer systématiquement tous les canaux carpiens bilatéraux en anapathe. Ce qui n'est déjà pas le cas. Ce qui n'est déjà pas le cas, donc déjà, c'est ce qu'on en discutait, on fera la semaine dernière. Déjà qu'on n'arrive pas à avoir, c'est pas les choses normales, mais en tout cas, ils veulent vraiment. Dans certaines structures privées, ils envoient systématiquement pour rechercher. Mais bon, hier, on a fait patient Étienne, 90 ans, asymptomatique, tous les signes, et puis bon, on peut qu'elle va faire bien. Donc, effectivement, ça pourrait être un moyen. La question, c'est qu'est-ce qu'on leur propose derrière? Qu'est-ce qu'on leur propose derrière? Et pour l'instant, on verra après sur le traitement, c'est toute la discussion de le malade se plaint de rien. Or, vous allez voir que dans les essais, finalement, les meilleurs résultats sont sur les patients qui sont les moins symptomatiques et les moins graves, puisque une fois que la maladie est installée, on est déjà trop tard. Si on ne fait rien, et ça, c'est des données déjà qui datent de 2016-2017, avant le premier essai randomisé avec le tafamidis, eh bien, on a une survie médiane qui a moins de 3 ans en fonction des effets. Et non seulement la survie est clairement diminuée, 50% des malades sont morts avant 3 ans, mais en plus, il y a une altération claire de la qualité de vie, des hospitalisations fréquentes et répétées, notamment pour l'insuffisance cardiaque. Et la qualité, il y a pas mal d'atteintes pathologiques et neurologiques, notamment au canal lombaire 3. Pourquoi il faut la dépister? D'abord, ça augmente. Ensuite, on a vu que sans traitement, le pronostic à court terme est sévère, que vous allez voir, et c'était principalement l'objet du topo d'aujourd'hui, puisque c'est la prise en charge de plus en plus de traitements spécifiques sur le marché, et que une partie de ce topo sera également consacrée à l'insuffisance cardiaque. Et finalement, on va voir que ce n'est pas le même type de malade de par la dysautonomie, peut-être aussi l'âge, sur la prise en charge des traitements d'insuffisance cardiaque avec dysfonction VG. Donc, quand l'évoquait, en fait, c'est quasiment tous les jours, devant toute hypertrophie VG, ça donne espérance 12, devant toute insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, quand la fraction d'éjection est réduite, quand on a une HVG, quand le malade est symptomatique, quand il a des troubles du rythme et de la conduction avec une HVG, et puis devant le RAC, même si honnêtement on ne le fait pas, tous les ralentissements aortiques serrés, quand on voit que c'est 20% d'amylose, il faut quasiment avoir la suspicion très, très facile, sachant que le RAC entraîne une hypertrophie ventriculaire moche. Donc c'est un peu compliqué de démêler les choses. En effet, les symptômes ne sont pas spécifiques. Ça entraîne de l'insuffisance cardiaque, ça entraîne de l'arythmie. Il y a toujours les fameux red flags dont on parle régulièrement, le syndrome du canal carpien qui se retrouve jusqu'à un malade sur 2.
les anomalies de la colonne vertébrale avec le canal lombaire étroit, et puis un signe assez spécifique qui est la rupture du tendon. Donc, ils ont pas mal de signes finalement rhumatologiques invalides. La stratégie diagnostique, ça fait des congrès entiers. Donc, en gros, on l'évoque quand on a une HVG, et puis avec tous les signes dont on a parlé. Et sur la prise en charge, elle est bien codifiée. Hein. Nous, on a un hôpital de jour avec une IPA. L'urgence est d'éliminer la forme L. Donc, en général, avant même de convoquer le malade, on lui envoie un dosage en ville de protéines légères, même s'il n'est pas remboursé. La scintigraphie, l'échographie, évidemment. Et en fonction des données de la scintigraphie, on pousse à la biopsie ou à l'analyse génétique. Donc ça, c'est très bien codifié. Il y a des algorithmes qui sont toujours les mêmes. Donc le bilan génétique, la scinti. La scinti, je ne sais pas quel est votre ressenti ici, mais nous, on les a très vite. Hein. Fabien Yafil est très intéressé par le sujet. L'IRM, c'est plutôt à viser pronostic ou si on a un doute. Et ensuite, la biopsie. Ouais, là, on parle de TTR. Hein. Ouais, TTR sauvage, C'est ça. on les a pas, quoi. Oh, bah, non, normalement, on les voit pas. Autre chose, quoi. Si, oui, bah, moi, j'ai un patient que je suis Oui. qui a une insuffisance rénale, Oui. et en fait, il est suivi par Albert. Non, mais c'est pas une TTR, c'est pas diagnostic. non, la forme. Mais on est bien d'accord que la scintille, c'est pour le TTR. C'est la TTR. Ouais, non, mais Et c'est pour les plus jeunes. Hein. Selon, dans la nuance de la savez. TTR, la scintigraphie est oui autre chose, tu as raison de préciser. Dans les TTR héréditaires, certains variants ont des scintilles négatives, mais ça n'élimine pas une amylose à TTR héréditaire. Donc il y a tout un algorithme, mais quand on a une forte suspicion, on va aller à la biopsie. D'accord. Surtout, Plus que l'IRM. plus que l'IRM. L'IRM, ça entraîne juste certains signes qui sont aspécifiques, comme une augmentation du terme du volume extracellulaire. Ça a une valeur pronostique quand on a du rehaussement tardif, mais comme dans toutes les cardiomyopathies. Mais pour le coup, ce n'est pas spécifique. D'accord. Donc, ça permettrait d'épargner la biopsie. Il y a des cas où la biopsie n'est pas. Le souci, c'est que chez les sujets âgés, on a du mal à aller à la biopsie. C'est tout le débat de. On ne va pas en parler aujourd'hui, je vais vous présenter les traitements et vous allez voir, ils sont assez coûteux. Mais tout le débat, c'est que c'est des malades qui sont souvent âgés, qui ont déjà des insuffisances cardiaques développées, donc aller les embêter quand la scintille est négative, etc., c'est compliqué. Chez les sujets jeunes, on y va facilement. En plus, quand on fait le bilan héréditaire, c'est normal fort. On ne peut pas oublier que chez les sujets jeunes, on a le bilan génétique quand même. Bah oui, c'est ça. Donc, vous faites pas Non, mais pour un sujet jeune, avec une suspicion, pardon, Oui, c'est bête, hein, mais avec une suspicion de forme héréditaire, On fait vous faites d'abord la génétique avant de se lancer dans une biopsie. dans une biopsie. En Pas général, ils sont totalement- vus en HVJ, suspicion. On les voit, on programme les examens et il y a le généticien qui les voit dans le flux. En fait. Essayer d'avoir peut-être une biopsie de BGSA ou de graisse périculaire qui serait. Où il y a une mauvaise rentabilité dans ces formes-là. Il y a une mauvaise rentabilité. On le fait de temps en temps quand on a des doutes. Là, on avait eu 2 malades avec des chaînes légères, mais parler d'ambus, mais de temps en temps, l'ambus peut être aussi associé à des amyloses à elle, des sujets âgés, etc. Donc, des fois, on tourne autour et on y va, mais c'est rare en fait. C'est vraiment quand il va y avoir un impact thérapeutique avec un traitement spécifique. Sinon, on ne pas grand-chose, donc c'est pas très agressif. La prise en charge, en fait, il y a 2 pans dans la prise en charge. Il y a l'approche ciblée spécifique. Pour l'amylose à elle, on ne va pas en parler, c'est le traitement étiologique. Par contre, on va voir, comme pour les ATTR, on va voir en fonction de la production, de la stabilisation et de l'élimination, pas mal de cibles thérapeutiques et d'approches qui vont être développées. Concernant la prise en charge cardiologique spécifique, c'est contrôler les insuffisances les symptômes, la congestion. On va voir sur les 4 fantastiques, IEC, ARA2, Entresto et dapagliflozin, il n'y a pas beaucoup de données. Et par contre, sur la prise en charge rythmique, alors c'est Pierre Bodino qui est plutôt expert dans le sujet, certaines équipes comme Mondor sont extrêmement agressives
sur le PN, défibrillateur, etc. Mais ceux qui ont plus d'expérience, nous, pour l'instant, on garde les critères usuels des malades. La prise en charge, en fait, elle va dépendre de la cible. On a des médicaments qui vont être développés et qui vont inhiber la synthèse de la transthyrétine, et notamment des essais sur les bactériens et nutrisirantes qui ont été publiés, d'autres essais en cours. On a les approches qui ont évalué la stabilisation de tétramères en évitant qu'ils se dégradent. Et puis, on a des approches, mais qui sont encore en cours d'évaluation, sur le fait d'accélérer l'élimination de ces protéines, de ces fibrilles qui sont anormales. Donc, si on va commencer par ceux qui stabilisent les TTR, puisque historiquement, c'est le tafamidis. Donc, le tafamidis, on est déjà ancien, hein, c'est 2018, il y a 8 ans, et c'est multicentrique. Certains étaient Donc, quand tu dis ancien, 2018. D'accord. Vas-y. En budget, ouais, ça fait 6 ans, Plus longtemps. multicentrique international, en double aveugle, qui avait évalué 441 malades et randomisé 80 mg de tafamidis versus 20 versus le placebo pendant 30 mois. Le critère de jugement principal, c'était la mortalité. Et puis, il y a les critères de jugement secondaires classiques qui sont le test de marche et l'évaluation de la qualité de vie. 441 malades ont été randomisés. Pour répondre à la question, c'était plutôt des malades qui avaient un âge moyen à 74, un âge médian à 75, c'est ce qui se retrouve dans quasiment tous les essais. Plutôt des hommes d'ailleurs, contrairement aux formes d'insuffisance cardiaque à fraction d'élection très élevée. Une grosse majorité, 3/4 d'amylose sauvage ou sénile, des malades âgés. Dans cet essai-là, il y avait 60% de malades de classe 2. Et en fait, ce n'est pas la bonne encadrée. C'était pour préciser qu'un tiers des malades étaient graves et étaient stade 3 et YHA, avec des NT-proBNP plutôt à 3000. Donc, cette première étude avait inclus des malades graves symptomatiques. Ce tafamidis, qui est une forme orale, qui se prend maintenant à 61 mg 2 fois par jour, réduisait la mortalité de manière significative comparée au placebo. Donc, c'est indiscutable. Et aujourd'hui, le tafamidis, c'est le traitement de référence. Il est remboursé. Non seulement ça diminue la mortalité, mais ça amélioré également la qualité de vie. Pas d'effet secondaire plus important. Et d'ailleurs, quand vous regardez tous les essais qui ont évalué les traitements spécifiques de l'amylose, il n'y a pas plus d'effets secondaires dans le groupe placebo. Et en général, c'est 30%, 30%, 33%, 33% dans les deux. Donc, c'est plutôt des médicaments qui sont safe. Donc, en conclusion, le tafamidis réduit la mortalité, les hospitalisations cardiovasculaires, le déclin fonctionnel et améliore la qualité de vie comparée au placebo. C'est 2018 et aujourd'hui, tous les malades pour lesquels on diagnostique une amylose TTR sénile ont ce traitement-là, on peut le traitement d'insuffisance cardiaque. L'instauration doit se faire à l'hôpital, mais ensuite elle peut être recommandée en ville. Les gériatres le prescrivent, donc il n'y a pas de spécificité. C'est un médicament qui est remboursé. Combien? Aucune idée. D'accord, moi non plus. Et sous surveillance écho, vous voyez des modifications des paramètres Pas du tout. à long terme? Donc, déjà, le délai d'action, c'est au moins 6 mois. Ouais. Et on va voir que quelques slides plus tard, c'est des malades qui continuent à évoluer, qui continuent à Entre 500 et 30 GU, ça fait 13 000 € par mois. Rien. C'est un vrai sujet, le traitement des amyloses Ah bah, sauvages. Nous, sur le plan échographique, on ne voit pas de différence. Sur le plan clinique, le souci, c'est vraiment le timing de l'instauration. Et c'est ce sur quoi se bat les labos. On va voir que les derniers essais améliorent nettement la mortalité et la qualité de vie. Donc là, ces malades étaient sévères. Ils avaient un TPONP à 3000. Ils avaient en médiane plus de 75 ans, moins 75 ans. Ils étaient stade 3 de la YHA. Donc quand l'insuffisance cardiaque elle est installée, je ne sais pas la pertinence ou pas
des hospitalisations, etc. Ils ont souvent ensuite de la FA quand ils ont une malade gauche, on est dans le trouble rythmique. C'est des malades âgés et peu de médecins. On a eu une réunion avec l'équipe de Toulouse. Les gens freinent à arrêter ce traitement, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est instauré, tous les gens ont du mal à arrêter le traitement. Et beaucoup d'équipes, en fait, demandent l'avis d'un gériatre dès que le malade a plus de 75 ans. Ça s'arrête des sujets âgés, polymorbides, qui ont déjà de l'hypertension, qui ont déjà évolué, pour lesquels la diagnostic est tard. Tu veux dire pour décider d'une éventuelle abstention thérapeutique, c'est pas ce que tu veux dire? L'abstention doit arrêter. Ou arrête. Ok. Moi, j'ai eu un patient mais qui était suivi à Mondor. Le tafamidis, c'est bien, mais vous allez voir dans quelques dias suivantes que quand même les malades continuent à évoluer, que la mortalité reste toujours élevée, et a été évalué un autre médicament qui a le même mécanisme d'action, mais qui agit à un niveau différent, qui est l'acoramidis, qui se prend également Peros, et qui, sur des études précliniques, montre qu'il serait plus efficace pour stabiliser le tétramère. Deuxième New England, beaucoup plus récent, qui a évalué l'acoramidis chez les malades là, 632 malades. L'acoramidis, ça prend 800 mg 2 fois par jour versus placebo. Et le critère de jugement était quasiment le même que le précédent, à 30 mois, mortalité incluse et pathologie cardiovasculaire. On avait également l'NT-proBNP, le test de manche. La population, c'est à peu près le même, un peu plus âgé, 77 ans, NBNP à 2900, moins de 77 ans, majorité d'hommes, des malades principalement âgés, et puis sur les malades étaient moins symptomatiques, puisque 80% étaient stade 1 ou 2 de la Lima-Cacha. Quand on regarde le décès, la coronavirus, le placebo, quand on regarde les différents critères détaillés, le BNP, le test de marche, il y en a même qui dosent le niveau de transtérétine, mais après c'est difficile à interpréter en fonction de mécanismes d'action, en tout cas c'est pas recommandé. L'acoramidis fait. Juste une dia qui pose réflexe, qui peut prêter à discussion et qui pose quelques jalons sur la stratégie, c'est que dans cet essai-là, les patients qui avaient déjà du tafamidis, puisque en des débats c'est dur finalement, on met 2 médicaments dans certains lieux, n'avaient pas une survie supérieure de ceux qui n'en avaient pas. Donc se pose la question d'ajouter 2 médicaments, surtout que c'est la même cycle d'action. Les effets secondaires, c'est pareil, il n'y a pas de plus d'effet dans le placebo. Donc, pour résumer, chez les malades qui ont une diagnose ATTR, 75 ans, principalement des hommes avec des formes cardiaques, stade 1-2 de la Lima-Cacha, l'acoramidis fait mieux que le placebo en termes de survie, de qualité de vie et d'hospitalisation, sans plus d'effets secondaires. Et donc, pardon, je n'ai pas compris alors. Là, vous l'utilisez ou vous utilisez tafamidis? Il a été reconnu avec une amélioration du service rendu, mais pour l'instant, il n'est pas disponible. Donc, pour l'instant, on n'utilise que tafamidis. C'est ça? Non, parce que moi, je l'ai vu. Les labos font du tapage, ils ont obtenu le remboursement a priori, mais il n'est pas encore disponible. Et pour l'instant, on ne sait pas. On discute souvent quel médicament on va prescrire. Bah oui. Bon, c'est vous qui êtes ici. Et les dernières, j'ai été justement regarder pour le topo, pour l'instant, le réseau cardiogène, les experts ne se positionnent pas sur quel médicament prescrire. Ok. Sachant que entre l'acoramidis et l'autre, il y a d'autres médicaments qui ont été testés, mais là qui sont les TIV et qui font aussi bien. On va voir dans une étude comparative les 3 médicaments. Après, reste la forme d'administration et la lourdeur. On a déjà parlé des médicaments qui stabilisaient le tétramère, qui empêchaient qu'il se dépose au niveau des tissus. Maintenant, notre approche thérapeutique, c'est d'inhiber la synthèse de TTR. Avec une question sur la créatinine a quand même un rôle dans le transport de la vitamine A, dans la vitamine A et de
vraiment une thyroïdienne. 2023, le patisiran, c'est un essai en double aveugle qui comparait l'administration IV de patisiran versus le placebo toutes les 3 semaines pendant 1 mois. Le critère de jugement principal, c'est un critère de test de marche. Et les critères secondaires, c'était la qualité de vie et un critère composite de décès, d'hospitalisation et d'insuffisance cardiaque. 80% d'amylose sauvage, des malades qui ont à peu près le même âge, 76 en médiane, avec 80% d'amylose sauvage. La moitié n'avait pas d'atteinte neurologique, principalement 80-90% de malades qui étaient stade 2 de la YHA, DNT-proBNP un peu plus bas à 2001. Alors oui, ce médicament-là stabilise le test de marche et améliore la qualité de vie. En revanche, aucun effet sur le décès, le critère composite d'hospitalisation et de réhospitalisation, quelle que soit la cause de l'insuffisance cardiaque. Pas de différence de tolérance sur les effets secondaires, même s'il y en avait beaucoup, 90% de groupes. Donc, patisiran, pour résumer, il améliore la qualité de vie, mais pas la survie. Donc, à l'heure actuelle, il est proposé en compassionnel, en RCP, chez les malades qui ont une amylose cardiaque avec une atteinte neurologique et qui ne répondent pas au tafamidis. Il va disparaître, je pense, de cette indication-là, parce qu'on a un autre médicament qui arrive et qui est plus efficace. Dans celui-là, il n'y avait personne qui s'est traité par tafamidis. Non. Butrisiran, un médicament un peu plus récent qui agit également dans l'inhibition de la synthèse des TTR. Étude randomisée en double aveugle qui testait sous-cut versus placebo. Les malades avaient 76 ans en médiane, principalement des hommes, c'est à peu près la même population, principalement stade de l'NYHA, donc moins grave, un T-proBNP à 1800 versus tafamidis, c'était à 3000. Et puis là, pour répondre à la question Hélène, c'était des malades qui avaient 40% des cas du tafamidis à l'inclusion, très peu de glyphosine au début, mais ça a été rajouté entre-temps, et puis 80% avaient des diurétiques à l'inclusion. 2024. Ce médicament-là réduit significativement la mortalité de toute cause et les événements cardiovasculaires intercurrents. Donc, on est à 28% de réduction, donc il fonctionne. Les bénéfices sont concordants, quel que soit le groupe, l'âge. Là encore, ce n'est pas significatif quand ils ont du tafamidis à l'infusion. Ça marche surtout sur les formes séniles. C'est pas significatif sur les malades très graves, pareil sur les malades très élevés. Donc, on a vraiment l'impression qu'il faut plus on agit tôt et mieux ça vaut, avec quand même des médecins qui disent mais le malade est endormant, attendez, ça l'écho, pourquoi vous allez l'embêter? C'est ça, on a encore une discussion ce matin avec Étienne, une dame de 90 ans qui se plaignait de rien et qui avait les signes de l'amylose. On me dit mais pourquoi m'embêter à lui faire une scientifique, une rêve, un truc, machin, parce qu'il n'entend rien. N'empêche que c'est chez ces malades que ça marche. Le profil de sécurité, il est acceptable avec des effets comparables dans les deux sous-groupes, sachant que pour les plus jeunes, quand on dit effet indésirable comparable, on note tous les événements comme un effet indésirable. Donc, un malade qui a dans le groupe placebo qui vient pour une hospitalisation, on dit que c'est un effet indésirable. Donc, butrisiran, pour résumer, ça marche chez les malades qui sont au stade 2 de la YHA, qui ont quand même 2000 de BNP, et ça réduit tout la mortalité et les hospitalisations, et ça améliore la qualité. Donc, si on résume, en fait, les 3 principales études qui ont montré leurs bénéfices sur la survie, vous avez ATTRACT, qui était en 2018 avec 260 malades. L'acoramidis beaucoup plus tard, 2021 ou 2022, 400 malades, et puis le butrisiran, 326 malades. Forme orale, ça agit au niveau de la
La stabilisation et le trésirant, ça imite la synthèse, toujours des malades qui ont 75 ans, à peu près le même profil de malade en termes d'âge, de sexe et de type d'amylose. En revanche, quand on regarde la gravité des malades, les malades qui avaient été évalués en 2017, en 2018 étaient beaucoup plus graves, avec 30% de stade 3 de la YH familis, beaucoup moins dans la dernière essai, et un DBP qui était beaucoup plus élevé à l'époque. Et ce qui vous intéresse sur la forme, là, je ne vais pas parler de classification, parce qu'en fait, en pratique, on n'utilise pas beaucoup. En fait, on catégorise les malades en fonction de sévérité et on utilise le BNP et la fonction rénale. Les malades les plus graves, c'est les LAC3 qui ont une dysfonction rénale, notamment cardio-rénale, et le BNP élevé, et les rangs, le BNP normal, et le rein va bien. Dans les études, 20% des malades quasiment avec atteinte rénale et sévère avec tafamidis, alors que les plus récentes, très peu étaient extrêmement graves. Parce qu'on dose plutôt, parce que C'est déjà traité. Non, mais peut-être parce qu'ils ont déjà lu tafamidis. En tout cas, sur ce graphe-là, on a placebo, tafamidis, placebo. Donc, en fait, le dernier, c'est Helios. Effectivement, tu as raison, Eric. Quand ils ont du vitrigiran, c'est qui ont la meilleure survie, mais ceux-là, ils ont déjà lu tafamidis. Et pardon, les CRNA, c'est en injection sous-cutanée ou en perfusion, les stabilisateurs en privé, c'est ça? Exactement. D'accord. On peut se poser la question, est-ce qu'on fait un traitement par la bouche tous les jours ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un balade tous les 3 mois ou tous les mois avec le coût, la séquelle qui engendre la prise en charge. j'ai regardé le prix du remboursement du Triséran. Donc, une boîte, enfin une ampoule, une sorte de pré-remplie, c'est 67 000 €. Mais je sais pas. C'est tous les 3 mois ou tous les mois? Tous les mois pour la Coramidis. Non, C'est tous les 3 mois. 3 mois, je ne sais pas. Enfin bon, non, mais c'était juste parce que. Tous les 3 mois. Voilà. Bon, donc ça fait. Je pense que c'est pour ça que les autorités ne se positionnent pas. 200 000. Je pense que c'est pour ça que les autorités ne se positionnent pas pour mais les labos, du coup. Si tous les canaux carpiens, je veux dire, c'est à ma femme qui est chirurgien de la main. Et puis je vais essayer de toucher dans l'histoire. Non, pardon. J'espère qu'ils ne vont pas aller voir les chirurgiens de la main. Mais ils le font, d'accord. Ils veulent le faire. Oui, pardon, je te. Alors, effectivement, malgré le fait que beaucoup de gens travaillent, malgré le fait que l'on commence de plus en plus à s'intéresser à cette maladie qui est certes grave, mais qui s'intègre dans un vieillissement de la population et chez les malades pour lesquels souvent la cardiopathie évolue, en tout cas je parle pour les formes séniles, la mortalité elle reste élevée. On a toujours un malade sur 3 qui est hospitalisé pour insuffisance cardiaque. On a une augmentation de décès comparée à la population normale. On a 23% des malades pour lesquels on introduit des diurétiques malgré le diagnostic. Donc, juste la progression, ça a beaucoup fait couler d'encre. Comment on définit un malade qui progresse? En fait, initialement, il y avait un tableau un peu compliqué de la NSM qui disait qu'il fallait au moins 2 critères cliniques, biologiques et en imagerie pour dire que le malade progresse et ne répond pas au traitement qu'on a, parce qu'effectivement, on cherche des critères pour empiler les médicaments. En fait, globalement, c'est simple, c'est un malade qui continue à être hospitalisé pour insuffisance cardiaque, pour lequel on augmente les diurétiques, ou que le BNP augmente de plus de 700, de 30%, qui dégrade sa fonction rénale ou qui altère sa qualité de vie. Quand on en bien 2 paramètres dans l'année, on peut dire que le malade il progresse. On peut voir ces critères-là intéressants pour ajouter, si c'est pertinent, un autre médicament, parce qu'effectivement, mettre 2 médicaments qui agissent sur le même site, comme si on mettait 2 bêta-bloquants ou 2 INC ou 2 ARA2, je me pose la question de pertinence. En revanche, chez des malades jeunes qui ont des formes plutôt héréditaires, peut se poser la question de donner plusieurs médicaments avec des mécanismes d'action différentes.
Évidemment, vous avez vu que c'est une manne de malades, qu'il y a un certain nombre d'essais en cours pour évaluer d'autres inhibiteurs de la synthèse ou des médicaments qui accélèrent la déplétion avec des anticorps monoclonaux. Je vous laisse imaginer le prix. Ça, c'est le traitement étiologique. Sachant qu'encore une fois, on a également diffusé cette vidéo, c'est de dire que chez les sujets âgés, une fois que l'insuffisance cardiaque est développée, que la FA est développée, que l'arythmie est développée, etc., on comprend qu'après, les malades ont récidive, en fait, et que ça dans une forme avancée, ils vont trouver le traitement. On ne sait pas quel sera le timing pour dire qu'il faudra plus mettre, que les malades sont dépassés en dehors de l'âge. Après, il y a le traitement d'insuffisance cardiaque qui marche. Pas d'essai randomisé sur le domaine. Mais les sociétés savantes se positionnent en disant que chez des malades qui ont une insuffisance cardiaque, une fraction d'éjection diminuée et qui ont un diagnostic d'amylose avéré, il faut arrêter les bêta-bloquants. Éviter les IEC et les inhibiteurs de la RA2 et ne soient pas positionnés sur les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes. La vraie vie, c'est toujours pareil, je ne sais pas si c'est par la néphrologie, il y a les recommandations et il y a la réalité. Quand on regarde une analyse rétrospective qui est parue dans le European Journal, qui est un grand journal de cardiologie, 2700 malades avec une amylose, une atteinte cardiaque, âge moyen 77 ans, principalement des hommes, principalement une amylose héréditaire, sénile, stade 2 de la NYHA, 3000 de BNP, et bien en fait 50% avaient des IEC, 40% avaient des ARA2 et la moitié avaient des bêta-bloquants. Donc globalement, ça représente un petit peu moins, mais quand même, les traitements d'insuffisance cardiaque en temps réel. Et en fait, sur le suivi médian de 28 mois, un malade sur 5 on a arrêté le bêta-bloquant, un tiers on a arrêté les IEC et 8% on a arrêté les antagonistes des minéralocorticoïdes. Et peu importe la fonction dans la FE. C'était des malades qui avaient tout compris, sachant qu'en général, ils ont majoritairement des fractions d'éjection conservées, mais c'est surtout des malades qui font des arythmies, donc ils ont souvent des bêta-bloquants. Donc les indications, c'est sûr. C'est pour ça que je comprends pas ce que tu dis. Ils étaient améliorés, donc on n'avait plus besoin de ces traitements. Non, je pense qu'ils ont été arrêtés pour des effets secondaires. C'est-à-dire que c'est une étude, on n'a pas une étude, on a regardé une étude rétrospective, on a fait une étude rétrospective nationale, on a regardé les traitements d'insuffisance cardiaque et l'évolution de la prescription. On n'a pas regardé pourquoi les médicaments. Mais dans une amylose ATP, pour continuer, comme tu as dit toi-même, les 4 fantastiques, ou il ne faut pas les continuer? Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas, et les sociétés savantes disent qu'il faut arrêter les bêta-bloquants. Pour les problèmes de production, tu veux dire? Exactement. Ah oui. Quelle que soit la FE, même si c'est quelle que soit la FEBG, Ça, à la limite, j'avais compris, mais je comprends pourquoi l'arrêt des IEC et des ARA2. Pour le rein, pour l'hypotension et pour la dysautonomie. D'accord. Et en fait, sur les bêta-bloquants, pour avoir fait une controverse, la dysautonomie, ça dépend comment c'est interprété. Mais en tout cas, il y a une méta-analyse qui est parue en 2024 sur un journal FI de l'European Society of Cardiology qui a regardé que des études rétrospectives. Donc, c'est vraiment une analyse, mais qui montre que chez tous ces malades-là qui avaient des amylotes, alors ils mélangeaient des ATTR et des AL, la survie était meilleure chez les malades sous bêta-bloquants. Probablement parce qu'ils le tolèrent mieux, je pense. Mais en tout cas, voilà, sur ces avances de de l'arrêter. Souvent, C'est la notion que j'avais. Moi, j'avais. Finalement, c'était quand même. Il nous reste surtout le truc du rythme plus que le truc de conduction. Quand ils ont un problème de trouble de conduction, c'est facile, on met un pacemaker. En tout cas, quand ils ont une indication à avoir des bêta-bloquants, on est moins agressif que d'autres équipes, mais s'ils font de l'arythmie, etc., qu'ils ont une indication à avoir des bêta-bloquants, ou un ralentisseur, parce qu'on n'utilise pas que les bêta-bloquants chez ces malades-là, on leur met la cordarone facile. Il y a effectivement de la cordarone, mais les rares malades qui
jeune qui s'appelle Monsieur C, qui a 58 ans, qui a une forme héréditaire. Il ne tolère pas les bêta-bloquants, il a un défibrillateur et on discute de l'EVP, mais la situation sociale est catastrophique. Donc souvent, il ne tolère pas les bêta-bloquants. Moi, je les laisse. Dora, Tania les arrête. Moi, je pense plutôt que quand ils les tolèrent, ça veut dire qu'ils sont meilleurs et que ça peut leur être bénéfice pour être vérifiés. Mais les sociétés savantes préconisent de les arrêter. Moi, j'avoue que je vous laisse faire. Hein. Non, mais tu vois, j'ai quelques patients sur le féminisme. C'est pas un rapport avec le rein, hein, pour le coup. En plus, une science là, mais je ne touche pas au. Dora, je sais qu'elle arrête systématiquement. Tania aussi, je savais, j'en ai un de patients. Moi, si pas elle le tolère, je le laisse. Mais je ne vais pas m'amuser à l'introduire. Souvent, on fait les diagnostics alors qu'ils ont déjà autre chose et qu'ils sont déjà traités. C'est des anciens hypertendus, c'est des malades qui ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, c'est une maladie qui est de plus en plus fréquente. Il y a plus que des maladies de plus en plus fréquentes. Je me demande comment est-ce qu'on fait pour être en bonne santé. Ce qui est bien traité, c'est grave, mais je ne sais pas. Qu'il y a de plus en plus de traitements spécifiques, mais le positionnement reste à valider compte tenu du prix. J'allais dire, moi, que le nerf de la guerre, ça serait d'évaluer plutôt les traitements d'insuffisance cardiaque, spécifiquement chez ces maladies-là, et qui ont déjà souvent des formes très, très évoluées. Ouais. Ouais, j'ai trouvé, j'ai quelques patients qui ont été ressuscités, quoi, après le tafamidis, hein. Ressuscités sur le côté marche et qualité de vie. Pardon. Après, les essais randomisés, ils marchent. Nous, on voit, c'est toujours pareil, on voit ceux qui ne vont pas bien. Donc, effectivement, on en consulte sur la tafamidis, comme ils ont les médicaments, etc. Et on voit quasiment aucune différence. Mais le problème, c'est que nous, on va à l'hôtel, on est biaisé. Et après, il y a eu des données de vie réelle avec le tafamidis, par exemple. Qui est là, qui montre que. Encore une fois, le tafamidis, d'abord, les études qui sont arrivées après, elles vaincu déjà les masses de tafamidis. Et ensuite, c'est le truc où tu montrais les petits drapeaux, là, c'est ça? C'est ça, voilà. Bah, ils ont 75 ans. Ils ont plus de 75 ans en médiane. Ils étaient stade 3 de la YHA. Ils avaient 3000 de BNP en moyenne. Voilà. C'est pas si mal. 7% de mortalité. Ah, non. Merci beaucoup. La gueule, c'est l'âge, en fait. C'est qu'ils sont souvent âgés, que quand on fait une échographie à plus de 90 ans et qu'on voit les animaux. Non, mais c'est donné par les cardiologues de ville. C'est initié par les cardiologues. C'est forcément instauré par un cardiologue hospitalier. Hospitalier, oui, d'accord. Non, parce que quand tu disais, nous, on voit les hospitalisés, donc mais après, ils sont suivis. Après, ils sont suivis par un cardiologue de ville et ils reviennent pas forcément vers nous, d'ailleurs, quand ils les confondent. Parce que c'est. Et par rapport au dosage, parce que là, c'est quoi le facteur qui fait que la TTR sauvage, elle s'accumule avec l'âge? D'élimination, enfin, je ne connais pas le catalogue. C'est une anomalie de l'application, en fait. C'est comme, je pense que c'est le même procédé que l'Alzheimer, c'est des anomalies liées à l'âge, il n'y a pas d'anomalie génétique, c'est acquis, oui. En fait. Ouais. Mais c'est en fait, il faut accumuler une protéine normale qui vient. Qui dépose dans les. J'ai perdu ma question. J'ai perdu ma question. Moi, j'ai eu dans le temps que tu la retrouves. Vous faites des scintilles de réévaluation pour voir si les choses. Que la scintille. C'est un scintilles diagnostique. Une scintille diagnostique. Parce que nous, on aimerait bien. Enfin, on parle souvent d'avoir des scintilles avec SAP pour essayer de voir si on est en train de décoller, de nettoyer les dépôts d'amylose. Vous ne regardez pas. Non, on a trop de. Il y a beaucoup de malades. On a interrogé plusieurs équipes qui sont beaucoup plus expérimentées et dans leur suivi, ils ne font pas de scintilles. Ils les voient en théorie à 6 mois et à 1 an. Et à chaque fois, c'est écho, ECG, BNP, test de marche, qualité de vie. On ne fait pas de scintille. Et l'IRM, ça dépend de l'âge du sujet, si c'est des formes héréditaires ou séniles, pour après discuter le relâchement tardif et autre chose. Enfin, tu penses que la scintille montrerait un nettoyage? La question a été posée. Si c'est des stabilisateurs.
C'est pour ça que je me pose la question par rapport Bah, je pense justement que aux tu peux Iran. faire des délais, mais ça doit prendre 3-4 ans, comme dans la Comme nous. Moselle, quoi. Déjà, le délai d'action, c'est 6 mois. L'accord a dit, c'est 3 mois. La question a été posée en mentorat et je pense qu'on n'a pas la réponse en fait. D'accord. Après, encore une fois, c'est des sujets qui sont âgés souvent et nous, même l'HDJ, on a arrêté de les faire venir en HDJ pour les diagnostics. Maintenant, les diagnostics, on les fait venir en hospitalisation conventionnelle parce que c'est très compliqué le même jour, la sortie, il y a le truc, le machin, quand ils sont jeunes. Bah, tu t'imagines pour nous, pour avoir une échographie cardiaque. Ouais, là, tu nous as dit que le dosage de la TTR, dans le sang, ça ne servait pas à grand-chose. Non, parce que ça dépend du mécanisme. Effectivement, Oui. les labos le mettent en critère secondaire en disant ça marche pas. Si, Et ça se fait parce que si tu as. ça se fait, mais certains labos le font, ça peut se faire quand tu mets des stabilisateurs, tu vas avoir le TTR qui monte. Quand tu inhibes la synthèse, ça va baisser. Et puis quand on aura ceux qui déplacent, c'est fait en phase préclinique. Ah, quand on a un stabilisateur, ça va. D'accord. Ben oui. Bah, je pensais que ça stabilisait juste les polymères. Donc ça les empêche justement de se déposer dans les tissus, donc le taux monte. Ok. Oui, donc enfin, en tout cas, s'il y a un doute sur une amylose et que le bilan d'amylose est négatif, on suspecte une C'est TTR une très bonne sauvage. question. On fait pas un dosage. Est-ce qu'on peut faire un dosage pour voir si, je sais pas, On ne le fait pas en pratique et je ne sais pas si le dosage permettrait de différencier les formes qui vont se picaturer de manière pas bien, ça je ne sais pas. Mais dans tous les papiers, dans les New England, tu as quelques figures en annexe qui ont évalué le dosage et dans les études très cliniques à chaque fois, et c'est comme ça que la Coramidis a dit on fait mieux que Tafamidis, on agit et on stabilise au niveau d'un lien différent et du coup, nos taux restent plus élevés pendant plus longtemps. Plus élevé. Dépasser les diagnostics. ah ouais, puis quand on arrête d'un coup, boum, ça se dépose d'un coup, ou il y a des. Je sais pas. Je pense comme la poussière. Et le dosage, c'est différent de la pression qu'on dose en routine. C'est différent. Et sur les effets secondaires, a priori, ils supplémentent en vitamine A. Et il n'y a pas de franc essai, parce que c'est une question que vous avez posée sur la synthèse de molécules qui sert à quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'hypothyroïde. Bon. Non, mais ça a été quand même assez, enfin, c'est assez révolutionnaire. Bien sûr, c'est révolutionnaire. Bon, après, j'ai des patients tout à fait ils se sont améliorés. C'est assez impressionnant. Des jeunes, hein. C'est vrai qu'à 90 ans, bon, c'est parce que j'ai pas encore 90 ans. Ouais, c'est un sujet, soit ils ont déjà l'insuffisance cardiaque, et on se pose la question de la pertinence de l'instaurer en disant que souvent ils ont des grosses oreillettes, déjà le RAC, l'HVG, etc. Donc, quand on leur a mis une TAVI, ben, ils ont effectivement peut-être paludisme, donc elles peuvent faire la boule. Il y a des modèles murins ou pas? Parce que c'est un perturbant, on fait que. Il y a probablement des modèles humains. Probablement des modèles. Et quand ils sont asymptomatiques, bah, c'est la remarque d'Étienne Général ce matin. Est-ce que je vais alors voter à 90 ans, c'est de rien, pourquoi vous allez faire une sensible minimale? Et ceux qui sont graves sur le cœur, souvent ils sont graves sur le nerf, ou les yeux parfois, ou pas forcément c'est des Alors, chez les cellules, parce que il y a des variantes. Alors, de toute façon, dans les formes héréditaires, il y a plus d'atteintes neurologiques. Dans les formes acquises, je ne pense pas qu'il y ait de corrélation entre l'évolution de l'atteinte cardiaque et l'évolution de l'atteinte rhumatologique. Il y a deux types d'atteintes dans les formes séniles. Il y a l'atteinte neurologique qui est beaucoup plus rare, avec une neuropathie. Et puis, il y a une atteinte qui les envahit beaucoup, qui est l'atteinte rhumatologique, avec le canal lombaire étroit, le carpien, la rupture du ciel, etc. Et finalement, il y a même des équipes qui mettent en place des rhumatologues dans les HDG, dans l'hospitalisation. Je pense ça aussi qui a vu beaucoup avec les vie de ces jeunes. Ok, bah, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.
On va voir comment je sais pas très bien. Au revoir.